On reprend donc le fil se raconter, hein, c'est ça, se raconter. La question ici, c'est pourquoi ce nouveau terrain 4 ans plus tard? Donc, le nouveau terrain, c'est parmi les Dénétats du nord-ouest albertain. Avant de dire pourquoi, j'aimerais parler un peu du comment ce fut possible. Je pense, je disais au début, on peut avoir des aspirations, mais ne pas avoir les conditions de possibilité de les réaliser. Hein. Donc, c'est toujours le rapport entre les conditions réelles dans lesquelles on existe et puis les aspirations qu'on a, puis les possibilités de les vivre. Euh, et donc, une fois que j'ai eu mon doctorat en anthropologie, j'ai pu enseigner à l'Université Saint-Paul où il y avait le Centre canadien d'anthropologie et qu'il y avait, avant que j'y retourne, il y avait, durant mes années de philosophie, il y avait Jean Trudeau qui était directeur. Et donc, ça a été mon introduction à l'anthropologie, un professeur rattaché à ce centre, à l'Université Saint-Paul, parce que le fondateur de ce centre-là, c'est un oblat, Joseph Champagne, qui avait fondé aussi un programme de sciences missionnaires. Donc, sa conviction interne, son aspiration, c'était qu'il y ait un dialogue constant entre les sciences humaines, l'anthropologie en particulier, et les sciences de la mission. Il avait pensé que la seule façon d'avoir un dialogue, c'est d'institutionnaliser les deux présences. Il fallait qu'il y ait donc un institut des sciences militaires, mais aussi un centre canadien de recherche en anthropologie. Les premiers collaborateurs étaient à l'Université de Montréal, à l'Université de Carleton. Donc c'était vraiment, c'était des anthropologues qui prenaient la parole. Et moi j'ai eu la chance d'être engagé. Mon premier poste a été rattaché à ce centre-là. Et la deuxième année, je suis devenu directeur parce que l'autre anthropologue avait quitté. Et comme c'est un centre de recherche, j'ai eu un contrat où j'avais un semestre d'enseignement à l'Université Saint-Paul, mais aussi je devais faire un semestre de recherche sur le terrain. Donc, ça répondait absolument à mes aspirations. Eux, ils espèrent soutenir les chercheurs. Alors, j'ai eu une occasion unique. Hein, j'ai parlé de ça des fois à des collègues. Puis c'est très rare dans la carrière d'anthropologue qu'on peut avoir, en revenant de doctorat, 6 ans où on passe 6 mois par année sur le terrain. C'est de l'inédit un peu. Donc, j'ai bénéficié, au fond, il y a un film de Woody Allen qui s'appelle Chance. Hein? Il dit, on ne reconnaît pas assez souvent dans la vie comment on a eu des chances, au fond. Hein? Que c'est pas toutes les chances qu'on a. Et je vais peut mentionner peut-être, c'est des choses connexes, hein, parce qu'une journée, un jour, ça fait quelques années, j'ai été, par l'Université de Carleton, on m'a invité à donner un cours sur les peuples autochtones à des travailleurs sociaux en formation dans la nation Tyendinaga, c'est les Iroquois, donc proches d'Ottawa. Et en guise d'introduction, j'avais dit, moi j'ai eu l'occasion d'apprendre 2 langues autochtones dans ma vie, les Wayuunaiki et puis le Dénéda, parce que je vais vous parler, j'ai appris, ma première tâche a été d'apprendre la langue, éventuellement je suis devenu traducteur pour les anciens. Et traducteur, ça veut dire qu'ils m'ont vu apprendre la langue. Ça a pris 1 an, 2 stages de 6 mois pour parler assez bien, comprendre assez bien. Et les anciens, au début, quand ils me demandaient de les accompagner, voir la police, le gérant du magasin, l'infirmière, tout ça, ils m'amenaient pour être traducteur. Mais il y avait toujours un petit-fils ou une petite fille de 8-9 ans avec nous autres pour contrôler la traduction, ajouter, tout ça. Puis à un moment donné, le troisième terrain de 6 mois, sur le troisième séjour de 6 mois sur le terrain, les petits-enfants sont disparus. Ma compétence était suffisante pour répondre à leurs besoins. Donc, c'est un progrès dans le temps, si vous voulez, en acquisition de compétences sur le terrain. Alors, moi, j'ai pensé dire ça aux femmes, c'est toutes des femmes travailleuses sociales. J'ai pu apprendre 2 langues autochtones. Je pensais que c'était une bonne chose, hein. C'était une inspiration. Puis tout de suite, il y a un des participants qui a dit, comment ça se fait que tu as eu cette chance-là? Moi, je ne l'ai jamais eue. On m'a enlevé ma langue et je ne parle pas ma langue aujourd'hui. Hein? C'est un début de relation avec une classe. Hein? Moi, je pense commencer de bon pied, mais je tombe. Le pied, ça peut être un bon pied, mais c'est le terrain sur lequel il tombe que je ne connais pas. Hein? Pas tomber, c'est peut-être pas le bon mot, mais au fond, mon pied, lorsqu'il arrive à quelque part, qu'est-ce qui touche mon pied? C'est là que va être la relation, c'est là que va être l'apprentissage. Hein? Et je pense beaucoup les choses s'apprennent en marchant.
faut marcher avec les gens, il faut être avec les gens, tout ça. Et après 4 ans de temps, parmi les derniers temps, un jour, j'étais dans une cérémonie, je vais vous en parler plus tard, puis on danse toujours autour des offrandes et tout ça. Puis après un tour de danse, j'étais revenu m'asseoir parmi les gens, puis on dit, maintenant ton corps bouge comme le nôtre. Ah, c'est l'incorporation, quand on parle de l'incorporation sociale, ton corps bouge comme 4 ans. Il n'y avait personne de coach pour me dire fais ci, fais ça, fais ça. Non, l'ajustement se fait en dansant. Alors, je pense que les Denis, ce que j'ai retenu de la philosophie des Denis, c'est vraiment une philosophie de la vie qui fait confiance aux vivants, que les vivants apprennent avec les vivants. Ça serait un peu ça que je te résumerais. Et donc, avec un minimum d'intervention. Puis quand ça c'est fait, on apprécie, ah, c'est fait. Est-ce qu'on a besoin d'un programme d'instruction pour qu'il arrive là en 6 mois plutôt que 40 mois? Non. Le temps que ça va prendre, c'est le temps que ça prend. C'est important que le temps d'arriver aussi compte dans l'apprentissage. Je pense que c'est une philosophie de la vie qui est très prégnante les Wayuu. Hein. Et c'est là que parmi les Tiens de Naga, j'ai dit, ouh, c'est vrai que j'ai eu un privilège quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui ont appris 2 langues autochtones. Et même, je pense, quand j'ai fait mon terrain, beaucoup d'anthropologues qui ont travaillé avec les auteurs au Canada vont travailler dans des populations qui ne parlent plus leur langue ou sont bilingues, donc on parle dans la langue que des gens maîtrisent, qui est la nôtre, où on se servait des fois d'interprètes et tout ça, mais j'ai vraiment fait l'effort, parce que oui, il y avait un effort là-dedans, mais j'avais vraiment l'aspiration d'apprendre, de converser avec eux autres, comme j'avais réussi à converser avec les Wayuu. Comme quand la conversation, je vous disais, mais comment ça se fait que vous êtes encore ensemble? Ben, parce qu'on est devenus amis. Mais on peut se dire ça en Wayuu Nike. Hein? Puis on est en train de boire un petit café, puis ça sent donc vrai. Hein? Alors c'est tout le senti, au fond, des relations dans la langue qui est importante. Alors maintenant, pourquoi ce nouveau terrain? Donc l'occasion, ça a été évidemment, j'avais un poste dans un centre qui demande ça, ça fait partie de mes tâches, donc dans mon contrat. Et je cherchais au Canada une population autochtone qui aurait subi l'impact de toutes les institutions occidentales, au fond euro-occidentales, canadiennes, qui veulent assimiler les Autochtones, mais qui en même temps ont résisté à l'assimilation. Donc la question pour moi de la résistance à l'assimilation était très, très... C'était le thème important. Puis ça revient un peu à mes origines aussi. Comment on résiste aux Anglais. Hein? C'était le thème familial. Alors, quand mon thème de recherche, c'est les Autochtones, les autres, ils en ont connu des attentats. J'allais quasiment dire attentats à leur vie. C'est à fond, c'est des attentats à leur vie. On veut les atteindre de façon à les changer, leur faire perdre toute leur valeur. Alors, cette aspiration-là, c'est une aspiration meurtrière. Alors, quand on parle de génocide culturel parmi les Amérindiens, c'est vraiment parce qu'il y a une aspiration meurtrière. C'est comme si on veut changer toute l'ADN. Mais est-ce que c'est encore la même cellule? Non, c'est plus la même cellule. Il y a encore de la cellule originaire, mais malheureusement, le chirurgien, le savant, c'est celui qui n'a jamais voulu laisser vivre la cellule. Hein. Donc, je pense que c'est un peu des images pour moi. Des images qui, pour moi, me viennent maintenant, cette image-là me vient maintenant ici et maintenant. Mais pour moi, c'est toutes des façons de penser que la relation ici est un type de relation qui manifeste à plusieurs niveaux dans la société, et ainsi de suite, dans les rapports avec autrui. J'ai lu un jour le fameux livre de Todorov, La conquête des Amériques, hein, vouloir s'approcher de quelqu'un pour le détruire. Hein. Alors, ou bien vouloir s'approcher de quelqu'un pour l'aimer puis le protéger. Hein. Il y a toutes les typologies des relations qui étaient très belles là-dedans. Alors moi, je cherchais à voir chez les Deneta, c'était ma question, comment arrivent-ils est-ce qu'ils arrivent à maintenir un sens d'identité? Puis si oui, comment font-ils pour demeurer Deneta? Hein? Et alors, quand j'ai commencé ce deuxième terrain-là, j'ai dit, je ne vais rien lire. Quand j'ai fait le terrain sur les Wayuu, j'avais tout lu. Là, j'ai dit, je vais trouver un terrain, puis c'est en disant aux gens qu'est-ce que je cherchais dans des conférences et tout ça. Là, ben, les Deneta, dans le nord-ouest de l'Alberta, c'est un groupe, c'est exactement comme tu décris. Alors, je suis allé en 79, et oui, il y avait toutes les critiques, je pouvais y aller, ils m'acceptaient, je vais décrire un peu comment c'était. Alors, je vais y aller.
Et donc, j'ai commencé à lire seulement après 6 mois sur le terrain. Donc, quand j'ai commencé à lire, j'avais déjà mes références à moi. Donc, pour essayer d'être le plus local possible dans ma compréhension de ce qui se passait dans ce milieu-là. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe dans d'autres milieux d'aînés, mais le plus profondément dans ce milieu-là. Et l'ethnographie qui était à la fin, c'est Ways of Knowing. Donc, c'est ma deuxième ethnographie, au fond. Et en 2005, je pense que c'est 2005, quelque chose comme ça, Angelina Pratt, qui est une Chipewyan, une d'aînée de Fort Chipewyan, elle avait lu mon livre, je ne savais pas, elle m'invite à un restaurant. Alors, on a passé 2 heures, elle dit, en lisant ce livre-là, elle dit, comment as-tu pu comprendre ma famille mieux que moi je la comprenais? Je suis arrivé à comprendre ma famille grâce à ton livre. Elle dit, comment c'est possible? Ah, ben c'est possible en vivant avec. En faisant tout ce que Geertz dit qu'on doit faire et en faisant tout ce que Turner dit qu'on va faire. Alors, dans mes écrits, ces fois, j'ai opposé les deux parce que Turner dit « Engagez-vous dans les rituels, vivez-les avec les gens tels qu'ils sont en train de les vivre. Hein? » Puis Geertz dit « Comme anthropologue, on se tient à l'écart des rituels. On fait des entrevues après, qu'est-ce que vous avez vécu, mais on ne va jamais le vivre avec eux autres. Hein? » Donc, j'avais ici, dans le petit livre de Anthropological Approaches to Religion, hein, j'avais 2 positions. Puis je pense qu'il y a une force dans les deux. Hein. Geertz, il dit, essayez vraiment de comprendre le langage que les gens utilisent. Il faut comprendre le langage. C'est un code. Hein. Alors, comprenez ça, vous allez comprendre les gens. Puis Turner dit, comprenez ça, puis il vous manque quelque chose. Alors, j'ai fait confiance aux deux, puis ça a donné Ways of Knowing, mais je suis particulièrement fier de ce livre-là parce que ça a pris, au fond, de 79 à son impression, au fond, il y a presque 20 ans. Donc, il y a beaucoup de réflexions, tout ça, d'agencement. Donc, me laisser guider par le terrain, me laisser... Alors, quand je suis arrivé là en 79, le premier été, pour voir si c'était, il y avait un interprète, évidemment, avec un ancien. Je suis allé au bout de la réserve, parce que le bout de la réserve, c'est le plus traditionnel. Puis le milieu de la réserve, c'est autour du poste de police, de l'école, le dispensaire de santé. Donc, il y a le noyau, au fond, d'aînés bilingues. Puis au bout de la réserve, il y a des gens qui parlent encore leur langue. Et tout ça. Donc, j'ai dit, moi, je vais commencer par le bout de la réserve. Pour pas être dans le lieu où, au fond, il y a beaucoup d'interactions. Donc, je n'ai pas tellement étudié l'interaction. Ça aurait été un sujet de recherche, mais plutôt... Commençons par les gens qui sont moins intéressés au centre, qui sont plus intéressés à vivre leur vie. Hein. Et donc, un ancien m'avait dit, nous allons t'enseigner. Il m'avait serré la main, à la manière d'aîné. Il y a juste un petit coup de poignet, tout ça. Nous allons t'enseigner. Alors, je suis revenu, c'était janvier, c'était de janvier à juin que je faisais mon terrain. Alors, j'étais revenu. Et je suis allé là. Et une des premières questions qui m'est venue, je pense que c'est important aussi, quand on parlait de la souffrance hein, dans la vie, dans une famille, la question qui m'est venue, pourquoi les gens vont boire, vont consommer de l'alcool jusqu'à en mourir? Et chaque hiver, il y a des gens qui meurent de froid parce qu'ils sont sous, ils passent d'une maison à l'autre, ils tombent entre 2 maisons, on les trouve le matin, ils sont gelés morts. Hein? Chaque hiver, quand je retournais, j'allais voir Alexis Signata, un des anciens, puis il me racontait des décès. Puis la plupart des décès, c'est des gens morts en état de boisson. Il a perdu son propre fils, il a près de 40 ans, un bel homme comme ça. Alors, c'était la question. Hein. Comment vous répondez à une mère de famille? Puis là, c'est dans une famille, puis c'est dans une maison, puis tout le monde est là. Puis il y a à peu près 15 personnes qui écoutent la question, puis qui veulent avoir la réponse. Hein. Et à cette époque-là, je vivais à Ottawa, et puis on avait un ami qui était en train de détruire sa vie, puis sa profession, puis sa santé avec l'alcool. Puis pendant 10 ans de temps, on a essayé de l'aider à en sortir. On avait un groupe d'amis, puis... Il y avait des psychologues, il y avait des gens compétents dans beaucoup de domaines. On n'est jamais arrivé à l'aider. Jamais arrivé à le motiver à s'aider. On a été impuissants, puis tout en étant témoin de quelqu'un qu'on aime qui se détruit. La réponse qui m'est venue, c'est de raconter ça. Alors j'ai dit, je ne sais pas. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Et j'ai eu ce mal-là 2 fois. J'ai un frère qui est mort à 63 ans, ça fait juste 2 ans. Même phénomène d'alcoolisme. Puis même tentative d'aller à sa rencontre et tout ça. Puis même impuissance. Donc, puis quand on parle des communautés autochtones, souvent on parle de l'impact de l'alcool et tout ça. C'est un impact réel. C'est pas tout, le degré d'impact n'est pas le même chez tout le monde et tout ça, mais
Il y a une souffrance réelle dans les familles. Il y a des deuils qui sont multiples souvent, tout ça, qui sont liés à ça. Hein. Et alors, ça faisait la première question. Euh, Mettez un autre terrain 2 années plus tard. Je connais un peu plus la langue. Dans la même famille, je vais passer la soirée là. Je vais retourner à pied. J'ai à peu près 5 km à faire, 11 heures le soir. Il fait à peu près moins 30 degrés. Puis je vais retourner à pied chez nous. Puis là, Tegan était Wok. Alors, ils ont dit ça. Il faut comprendre ça maintenant. Hein? Là, je peux le comprendre. J'ai appris assez de la langue pour dire, fais attention, il y a des hommes sous sur la rue. Sur la route. Ah, puis c'est bien, ouais, alors il faut faire attention. Mais il y a juste une route, puis c'est la forêt de chaque côté. Ça, là, tout à coup, j'entends des voix. Ouais, des voix. Puis, on s'en va. J'arrive là, puis tout à coup, les autres m'entendent aussi. Parce qu'il y a toujours le crissement des pas sur la neige. Hein. Alors là, ils se retournent. Fait que là, je sais, là, tout à coup, mais c'est qui ces gars-là? Moi, je ne sais pas. Eux autres ne savent pas qui je suis non plus. Hein. Alors, là, il y a comme... tout à coup, ils s'aperçoivent que je suis un contre 4. C'est l'occasion. Quand je disais dans mon enfance, 1 contre 4, si c'était un anglophone, on allait le battre. Puis si j'étais 1 contre 4, je me faisais battre. Hein. C'est le sociodrame de mon enfance sur une réserve donnée. Alors là, 1 contre 4. Alors je me dis, mais là, ils chancellent aussi. Ils sont debout, mais chancelants. Alors je me dis, moi, je suis ça, mais je peux courir plus vite que les autres. S'ils veulent m'attaquer, je cours. Puis je m'en reviens dans la famille. Donc je savais, j'ai dit, ça va être ma protection, mais j'espère quand même pouvoir me rendre chez moi. Peut-être qu'ils ne vont pas me battre. Peut-être que je veux explorer. Donc, je continue à avancer. Puis là, tout à coup, quand ils me voient, puis ils ne savent pas encore qui je suis, mais on est à peu près à 10 mètres. Là, les poings se lèvent, puis comme... puis là, il y en a un qui est un peu plus grand que les autres. Puis là, les poings sont levés, puis là, ça va se passer. Là, on va se faire tabasser. Je continue à avancer quand même, parce que je ne connais pas encore vraiment qui c'est ça. Puis quand je suis rendu à peu près à 1,5 m du gars, le gars me reconnaît. Puis là, il s'avance vers moi, il me prend par les épaules, puis il se met à pleurer des gros sanglots. Ah, puis je l'ai dans mes bras, je le soutiens, là, il est en train de s'effondrer en larmes dans mes bras. Le même gars qui était le chef de la gang, qui était peut-être à me tabasser. Puis il m'a dit, lui, il a parlé en anglais. Souvent, les Dénés, on dit ça, les Autochtones, ils vont parler dans la deuxième langue, ils vont parler en anglais. Et il dit, I'm so tired of playing the tough guy. Je suis tellement fatigué de jouer le gars dur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Hein? Si on ne peut pas comprendre l'intérieur, on n'a rien observé. Localement. Tout ce qu'on a compris, c'est avec nos schémas de penser à nous autres. Hein. Pour que je rencontre cette personne-là, il fallait que je continue à avancer jusqu'à ce qu'il puisse tomber dans mes bras et pleurer. Il pouvait tomber dans mes bras et pleurer parce que 2 jours auparavant, j'étais arrêté dans sa famille, sa femme nous avait reçus, il y avait des enfants, on avait mangé de la soupe, on a vu une belle après-midi. Donc, il y avait certainement un bon souvenir. Hein. Toute cette conjecture-là fait que tout à coup, j'ai cet homme-là. Alors, je l'ai conduit chez lui, après, je suis allé chez moi. Mais c'est quoi comme rencontre? Hein? Qu'est-ce qu'on va arriver? Qu'est-ce qui nous arrive sur le terrain? Hein? On ne sait jamais. Alors, c'est quoi une ethnographie? L'ethnographie suit la qualité de nos rencontres. La qualité de l'ethnographie suit, au fond, la qualité de nos rencontres. Puis, la qualité de nos rencontres est liée un peu aux risques qu'on prend. Puis, je pense aussi à l'honnêteté des fois de dire on est impuissant. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire ou des réponses auxquelles des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Hein. Moi, je reste convaincu que la relation avec les Dénétas a été construite en partie sur le fait que je souffrais beaucoup de cette question de destruction de la vie de quelqu'un, que les autres aussi avaient la même souffrance. Ça nous faisait comme une aspiration commune qu'on pouvait pas, on espérait, l'aspiration c'était que nos plus proches soient en santé, puis c'était pas pour arriver. Hein. Il fallait vivre avec. Donc, me laisser guider par le terrain. Hein. La question aussi de la boisson, comme nous t'enseignerons. Alors, les gens m'enseignaient, puis tout ça, puis je vais vous montrer plus tard une photo, puis tout à coup, les gens des familles, puis tout à coup, les gens disent « Non, je suis trop occupé aujourd'hui, mais Paul veut t'enseigner. » Alors,
Paul, je voulais pas, Paul, il vivait un peu dans une petite vallée, puis il y avait eu beaucoup de boissons, il y avait eu un attentat de meurtre avec couteau, il y avait des éclats de bouteilles sur le sentier qui descendait. La seule famille où je n'étais pas allé au bout de la réserve, c'était celle-là. Puis toutes les autres m'aidaient pendant 2 mois de temps, puis tout à coup, personne, tout le monde est occupé, mais Paul est libre. Puis alors, quand ils me disent Paul est libre, je ne vais pas voir Paul, je vais voir Antoine. Puis Antoine, ah, aujourd'hui, ça tombe mal, mes amis. Mais Paul est libre. Je fais 3, 4, puis je retourne à la maison, je ne veux pas aller chez Paul. Après une semaine de, de résistance, au fond, je résistais. Mon aspiration, c'était d'apprendre la langue, mais sans aller chez Paul. Je m'étais développé ça comme aspiration. Et puis eux autres, ils ont comme l'aspiration, au fond, nous allons t'enseigner. Hein. J'ai dit, tout à coup, j'ai compris, mais je suis en train d'exclure du nous quelqu'un qui fait partie du nous. L'ancien, qui est au fond le chef de tout ça. Si on parle de chef, pas le chef, mais au fond, la personne qui représente le groupe à un niveau, quand il dit nous, au fond, il dit nous allons tous, nous allons t'enseigner. Alors, nous allons t'enseigner. Fait que j'ai pris mon courage à 2 mains. Et puis, il y a paraît-il, oui. Alors, je suis abouti chez Paul. Alors, je descends là, puis c'est la première fois. Puis lui, il sort, il y avait une main en bandoulière, parce qu'il y avait un plâtre, et puis il y avait eu des batailles, une cicatrice ici, encore fraîche. Alors, c'était un homme qui avait beaucoup d'expérience dans sa vie. Alors, il me reçoit à sa porte, puis on se salue, puis j'ai dit, je te connais pas. Il dit, moi non plus. J'ai dit, mais on me dit que tu es prêt à m'enseigner. Oui, je suis prêt à t'enseigner. J'ai hâte de t'enseigner. Il dit, rentre. Alors, je rentre. Puis là, il essuie sa table. Sa table, c'était pleine de sang. Il venait de dépecer les animaux. Là. Il a tout nettoyé sa table. Puis il dit, assieds-toi. Il savait exactement comment j'apprenais avec une petite enregistreuse. Je faisais demander des phrases. Je faisais répéter. J'avais tout mon rituel, au fond, d'apprentissage. Là, puis il savait par cœur. Puis là, il dit, First, I will speak to you in Christian. Je vais d'abord vous parler en chrétien, puis ensuite dans ma langue. Hein, il fait ça, puis il y a une petite radio sur le bord de sa porte, sur le bord de sa table, et puis on est en train d'annoncer des postes. Il y a des postes ouverts à Rainbow Lake. Rainbow Lake, à Aquitaine, c'est une compagnie de gaz française. Ils ont découvert du gaz naturel, les plus grandes réserves en Alberta du Nord, à 50 mètres sous terre. Ça n'a rien coûté. Ils ont des milliards de gaz. Là, c'est sur le territoire traditionnel des Dénés. Les Dénés n'ont jamais eu un sou pour ça. Hein? Alors ça, c'est à 10 km de leur réserve. Ça fait qu'il y a des annonces pour dire qu'il y a des postes ouverts et tout ça. Puis les enfants de la famille sont là, ils jouent dehors, c'est l'hiver, c'est au mois de mars. Puis il dit, une fois tout à coup il commence à parler, tu vois, mes enfants ne sont pas à l'école, hein? Ils n'auront jamais ces postes-là là, dont ils parlent à l'école, et dont ils parlent à la radio. Mes enfants, là, c'est des faillites, ils réussiront jamais dans la vie. Hein? Ils ne comprennent pas l'importance de l'éducation. Puis il dit, regarde, nous autres, on comprend l'éducation. Le gouvernement le comprend. Regarde, chaque jour, il envoie l'autobus ici, au bout de la réserve. Là. L'autobus était ici ce matin, là, pour les prendre. Ils n'étaient pas sur l'autobus, les autres. Hein? Ils sont-ils assez niaiseux? Et en tout cas, il a parlé de tout ce que le gouvernement faisait pour les éduquer, puis comment ces enfants n'allaient pas à l'école, puis comment ils étaient les mauvais enfants, puis comment ils allaient souffrir dans leur vie. Il n'y aurait jamais les postes qui étaient là, qui étaient disponibles pour qui étaient éduqués. Ça a duré au moins 20 minutes, ce discours-là. Puis j'écoutais ça. Puis là, à l'intérieur, je me disais, qu'est-ce qu'il est en train de dire, cet homme-là? C'est quoi ce discours-là? Est-ce qu'un père de famille parlerait vraiment mal de ses enfants à ce point-là? C'est la première fois qu'on se rencontre, j'ai dit. Je n'étais pas convaincu que... Puis je regardais autour, puis pendant qu'il regardait... Alors, il y avait de la viande orignale en train de sécher sur des pôles. Il y avait des peaux de castor qui étaient toutes attachées sur des cadres en saule pour s'étirer puis sécher. Il y avait des fourrures de renard. Il y avait des lapins. Donc, il avait dépecé un, mais il y en avait encore 3 autres pris au collet qui étaient gelés là. Il y avait de l'hermine. Il y avait du poisson aussi. En tout cas, il y avait tellement de choses là, dans cette pièce-là qui n'était pas beaucoup plus grande qu'ici. Disons, le double d'ici, c'était sa maison, toute sa maison. Puis une fois qu'il avait fini de parler, puis j'ai dit, Paul, je t'écoute, tout ce que je sais, je regarde autour d'ici, j'ai jamais vu autant de belles choses rassemblées en une place. Ça fait
Je me promène de maison en maison. J'ai jamais vu tant de belles choses ramassées en une même place. Là, il me regardait avec un beau sourire. Puis là, il a dit, tu sais, ces choses-là ne viennent pas dans notre maison tout seul. Il faut aller les chercher. Puis il faut aller chercher les pots de bonne heure le matin pour pas que les autres animaux viennent les manger avant le lever du soleil. Ça veut dire qu'il faut être debout vers 2-3 heures du matin. Qui c'est qui est debout? Mes valeureux enfants. Ils sont vaillants, ils apprennent tout ça. Ils vont à l'école aussi, mais ils apprennent tout ça. Parce que l'économie ici, autour, c'est toujours des hauts et des bas. Puis quand il y a un bas, comment qu'on va survivre, nous, les Dénés? C'est en sachant vivre sur la terre. Il faut 2 savoirs ici sur la terre. Le savoir Dénés, le savoir des Blancs. Mes enfants auront les 2. Moi, c'est ma tâche, c'est de leur donner ça. Un discours, en tout cas, d'une noblesse incroyable. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la noblesse des Dénés? Hein? Alors, c'est un peu comment, au fond, quand il présente ses enfants sous une lumière sombre, au fond, il est en train de me dire, c'est comme ça que les Blancs, vous voyez nos enfants. Moi, en répondant pas à ce registre-là, en mentionnant ce qui se passe vraiment autour de lui, tout à coup, il me parle de ce qui se passe vraiment autour de lui, en solidarité avec ses enfants, en pensant à l'avenir. Puis là, tout à coup, je suis dans un autre monde. Hein? Et donc, tout mon terrain a passé comme ça, d'être dans un lieu, et je me sentais toujours comme c'est une porte. Si je ne m'arrête pas à ce côté-là de la porte, où on me présente toujours des choses qui sont les miennes, je vais pouvoir passer de l'autre côté de la porte, où il y a d'autres choses que les miennes. Et peut-être à la fin de mon premier terrain, ce qui m'était venu, Pat Moore était un linguiste qui travaillait là, puis il m'avait aidé à apprendre la langue aussi. Et donc, il m'est arrivé avec le message, Mita, c'était Willie Anacé, cette famille-là t'accuse, toi et Jean-Marie Talley. Jean-Marie Talley, c'était le vieux qui m'avait dit, nous allons t'enseigner. Hein. Il t'accuse, toi et Jean-Marie Talley, de leur enlever leur pouvoir de guérison. Je finis mon premier terrain avec une accusation. Je ne m'attendais jamais à ça. Je pensais que c'était en train de réussir mon terrain. Puis là, j'ai une accusation comme ça, qui m'arrive par personne interposée, ce qui était la façon conventionnelle de faire des messages importants à un autrui. Là. Tu le fais passer par un autre. Donc, un bon messager, c'est quelqu'un qui transmet le message. Quoi faire? Les Dénés sont en contact avec des cris, il y a eu des mariages. Ça. Quand j'étais sur le terrain des cris, j'étais de temps en temps dans les comités cris proches. Et donc, ça s'est adonné qu'une semaine après, j'étais dans une tente de sudation, un rituel parmi les cris. Puis, dans la tente de sudation, on peut poser des questions qui nous troublent. Alors, j'avais posé la question, moi, je suis troublé par cette accusation-là qui m'arrive. Hein. Alors, le président, au fond de la tente de sudation, me dit, c'est facile à comprendre. Alors, aide-moi à comprendre. Il dit, il t'accuse d'enlever le pouvoir. Il t'accuse d'enlever le pouvoir, il vous accuse parce qu'ils sentent moins le pouvoir. Ils sentent moins le pouvoir parce qu'ils l'exercent moins souvent. Ils l'exercent moins souvent parce qu'il y a moins de personnes qui vont chez eux pour leur demander la guérison. Il y a moins de personnes qui vont chez eux pour demander la guérison parce qu'ils vont plus souvent chez M. Talley. Ils vont plus souvent chez Marie Talley parce que toi, tu es toujours dans ce clan-là, puis ce clan-là, tout à coup, il a enflé, là. Il est en train de devenir plus important dans l'équilibre local. Là. Alors, il y a plus de gens qui vont demander la guérison chez les Talley parce que toi, tu es là valorisé. Moi, je ne les valorisais pas comme guérisseur, je les valorisais comme quelqu'un qui allait me donner l'accès à la... Alors, j'étais en train de déséquilibrer la structure sociale dans laquelle je voulais m'insérer. À mon insu, hein? Puis je pense qu'on commence toujours comme ça, on commence toujours en créant un déséquilibre sans le savoir. Mais c'est un sacré bon message, parce que là, je savais quoi faire. Quand je suis retourné sur le terrain, je suis allé dans chaque clan. Chaque semaine, j'avais mon journal. Chaque semaine, j'allais chez chaque famille de chaque guérisseur. Je passais un temps égal. L'accusation a disparu. Alors, un terrain, il faut avoir... C'est ça que je dis depuis le début. Je dis, au fond, il faut recevoir des... Et on va toujours recevoir des messages locaux qui nous aident à vivre localement sans causer trop de problèmes pour les autres. L'autre, on te voit sans barbe, ben, je me rase la barbe. Tu es en train d'enlever son pouvoir. Comprends comment tu le fais. Là. On ne va pas te dire comment tu le fais, mais il faut que tu vois quand tu es en train de faire ça. Là, quelles sont nos actions réelles? La réalité de nos actions, c'est les autres qui vont nous le dire.
quelle est la réalité de la situation. Ce n'est pas la réalité de nos intentions, c'est la réalité de l'impact de nos actions. Et c'est dans cet aller-retour-là qu'on saisit un peu où on tente d'arriver. Mais on est toujours en train de tenter d'arriver, je pense.